Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'agriculture bas carbone, quel potentiel et à quelles conditions. On va commencer dans quelques minutes, voilà, le temps de faire entrer tout le monde dans la salle d'attente. Hop, voilà. N'hésitez pas à me notifier directement par message si vous entendez bien, parce que je sais que le webinaire Teams coupe automatiquement votre son et votre caméra. Donc, n'hésitez pas à me dire OK, son parfait, si c'est le cas. Comme ça, je saurai que tout est bon. Super. OK, merci Tatiana. Donc, je vais couper mon micro. On va juste attendre voilà, quelques minutes, le temps que tout le monde arrive. Et puis, on se retrouve dans 2-3 minutes. Ok, bon, on va démarrer. Donc, bienvenue encore une fois à ceux qui nous ont rejoints là ces dernières minutes. Donc, on est sur un webinaire agriculture bas carbone, quel potentiel, à quelles conditions? On va démarrer. Donc moi, je suis Ludivine Alardon. Je suis manager chez AgroSolutions en charge du pôle territoire durable. Et j'ai l'immense honneur d'animer ce webinaire aux côtés d'Edouard. Donc, Edouard qui est directeur du développement chez AgroSolutions et qui coordonne le pôle carbone voilà, chez nous et qui a coordonné cette étude. Et puis Valentin, qui est consultant aussi AgroSolutions, agriculture durable et carbone, et qui a été vraiment chef de projet sur cette étude. Voilà pour les présentations. Maintenant qu'on se connaît, je vous propose qu'on démarre. Je vais peut-être enregistrer. Ah c'est enregistré automatiquement. Tout va bien. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas pu assister, j'enverrai le lien. Et puis, Edouard, je te laisse introduire.
Très bien, merci Ludivine. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire où l'objectif est de partager les grandes lignes des résultats de cette étude. Donc lors de ce webinaire, on ne va pas avoir le temps de rentrer dans les détails de tous les résultats. L'idée, c'est de partager de partager les grandes conclusions de cette étude qu'on a réalisée à travers le projet Carbon Think, qui est du coup la première étude à grande échelle et en conditions réelles, donc dans des fermes réelles, pour mesurer le potentiel de transition bas carbone de l'agriculture. Euh, Cette étude, elle est disponible en téléchargement sur le site internet d'AgroSolutions. Donc, on vous invite vraiment à aller sur le site pour télécharger l'étude. Elle est en téléchargement libre, hein. Il suffit de cliquer sur le lien de téléchargement et de renseigner vos coordonnées et on vous l'enverra. Voilà, donc on va rentrer dans le dur. Oui, dernière information, cette étude est la première étude d'un cycle d'études qu'on va réaliser et de communication qu'on va réaliser sur les enjeux de la transition bas carbone en agriculture pour les différents acteurs que sont les agriculteurs, les coopératives agricoles, les négoces, les industries agroalimentaires, mais également les industriels, enfin en lien avec la transition de l'agriculture. Et la prochaine communication prévue au mois de mai, c'est le lien entre les standards SBTI, GSG protocole et les enjeux de transition bas carbone de l'agriculture. Euh, voilà, on continuera à communiquer pour préciser le moment exact de la sortie de cette prochaine étude et du webinaire qui y correspondra. Donc, le sommaire du coup de cette présentation, ce webinaire qui devrait durer à peu près 1 heure, on vous propose dans un premier temps d'avoir un mot d'introduction pour vous présenter, enfin pour représenter à ceux qui ne connaîtraient pas qui nous sommes chez AgroSolutions, ce qu'on fait sur le carbone, d'enchaîner sur la méthodologie qui a été mise en œuvre pour cette étude. Ensuite, directement, vous partagez les grands messages qu'on tire de cette étude. En troisième partie, Valentin vous présentera quelques résultats de l'étude qui permettra de rentrer un peu dans le détail de certains points clés. L'ensemble des résultats est disponible sur la note que vous pouvez télécharger sur notre site. Et puis on terminera par quelques mots de conclusion et les enjeux qu'on peut en tirer pour la transition agricole avec beaucoup de modestie et beaucoup d'humilité parce que on se rend compte surtout que, alors c'est pas une surprise, hein, la transition bas carbone, en agriculture, elle va sans doute être un petit peu plus complexe qu'on l'avait initialement anticipé. Euh, il y a encore besoin de pas mal d'études complémentaires pour être précis ou plus précis sur différents éléments. Mais voilà, on tirera les grandes conclusions ou surtout les pièges à éviter ou les risques qu'on a pu identifier au regard des premiers éléments qu'on a. Valentin, si tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Donc voilà, petit rappel de qui est AgroSolutions. Donc AgroSolutions, un cabinet d'expertise conseil en agronomie et environnement. On appartient au groupe InVivo, qui est une union de coopératives agricoles. Donc AgroSolutions appartient aux agriculteurs. Donc notre mode d'action, en fait, on déploie 6 grands leviers que sont l'expertise autour de l'agriculture durable, l'approvisionnement responsable, l'alimentation et les territoires, la transition bas carbone bien évidemment, les agri-énergies, et on a un incubateur de nouvelles technologies où on teste tout un tas de nouvelles méthodes et nouvelles technologies proposées notamment par les startups de l'AgTech pour accompagner la transition agricole du monde agricole. Et on intervient, nos clients on a 3 grands types de clients, tous les clients de l'amont agricole, les coopératives, les négoces, les industriels de l'agrofourniture, les industries agroalimentaires qui doivent gérer des enjeux de transition agricole, transition environnementale, évoluer vers un sourcing plus responsable, mesuré, certifié et conformité aux standards. Et enfin, les territoires qui nous consultent également de plus en plus. On peut passer à la slide suivante, Valentin. Donc, AgroSolutions, c'est 45 ingénieurs agronomes en forte croissance, hein. On a à peu près entre 5 et 10 nouveaux consultants chaque année. On est implanté principalement à Reims, mais on a également des bureaux, on est en développement dans l'Ouest, à Angers, à Rennes, à Nantes. On a un bureau à Bordeaux.
On a également des bureaux à Paris. Ils ne sont pas précisés sur la carte, mais quelques-uns de nos consultants sont présents à Paris. Donc, on intervient sur tout le territoire français. AgroSolutions existe depuis près de 45 ans. On accompagne chaque année à peu près 1200 essais agronomiques avec le réseau de coopératives agricoles du réseau InVivo, ce qui fonde véritablement notre expertise sur l'agriculture, l'agronomie et les enjeux de la transition. La particularité de notre cabinet, c'est qu'on a une grosse part de notre chiffre d'affaires dédié à la R&D et ou des missions de service public. Donc, au titre de notre appartenance à une union de coopératives, on est très présent sur des projets de recherche qui ont vocation à explorer les grands sujets de la transition pour apporter des réponses en avance de phase au monde agricole et également aux acteurs qui travaillent avec le monde agricole. C'est notamment l'objet du projet Carbon Think, dont on a tiré les résultats qu'on va vous présenter aujourd'hui. Valentin, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Alors, on intervient sur tous les sujets de la transition environnementale, l'impact sur l'eau, la biodiversité, le social, l'agriculture, l'agronomie, mais plus particulièrement sur le carbone, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a deux types d'actions, des offres qu'on propose à nos clients, tout ce qui est bilan carbone, de l'amont agricole, mais également de l'aval et de tout type d'activités, des activités d'analyse de cycle de vie et des marges d'éco-conception, donc quand des acteurs souhaitent revoir l'impact environnemental, mesurer et revoir l'impact environnemental d'un produit ou d'un service, des actions de mise en conformité réglementaire ou conformité aux standards internationaux, dont le SBTI, de la stratégie au plan d'action, surtout pour des acteurs des agro-industries, tout type d'activité de rédaction ou d'appui à la rédaction de méthodes carbone. On est bien connu dans le label bas carbone, mais on travaille aussi sur des méthodes Vera, VCS et Gold Standard. On accompagne des projets de production de crédit carbone, voilà, tout type d'activité autour de la transition bas carbone. Et on a un autre volet de notre action qui est plutôt de type R&D et mission qu'on peut qualifier de service public. Donc, c'est de l'implication dans des projets pour lesquels on est peu ou pas rémunéré. C'est tous les travaux qu'on a réalisés autour de la rédaction de la méthode Grande Culture validée au label bas carbone. Notre implication dans le projet pilote européen Carbon Think, qu'on va présenter plus en détail, et plus récemment, notre participation à un projet de la Commission européenne pour rédiger les méthodes du carbon farming avec un consortium d'acteurs européens, donc les méthodes qui vont s'appliquer au niveau européen pour piloter la transition bas carbone, notamment du monde agricole. Valentin, tu peux passer à cette suivante. Voilà, donc je fais le lien avec le projet Carbon Think, donc qui est ce fameux projet pilote qui est issu d'un financement européen et de la région Grand Est, qui a été mené pendant 3 ans. Donc le projet s'est achevé en décembre dernier. Et c'est dans ce cadre de ce projet qu'on a pu mener avec les partenaires du projet Carbon Think, piloté par TerraSolis. Donc les partenaires, c'est I4CE, INRAE, Planeta, nous-mêmes AgroSolutions et TerraSolis en tête de file. Il y a également tous les partenaires du territoire, donc les organismes de conseil dont les logos sont présentés sur la slide. Donc pendant 3 ans, ce projet pilote avait pour objectif de définir les conditions d'un modèle économique pour la transition bas carbone d'une centaine d'exploitations dans le Grand Est. C'est notamment dans le cadre de ce projet qu'on a rédigé la méthode Grande Culture, aux côtés des instituts techniques pilotés par Arvalis. Ensuite, on a testé cette méthode Grande Culture du label bas carbone dans un premier échantillon de 10 fermes pour faire les premiers réglages, et puis ensuite sur une centaine de fermes. Donc des fermes en conditions réelles, c'est important parce que jusqu'ici, la majorité des estimations du potentiel de transition bas carbone de l'agriculture a plutôt été réalisée par les centres de recherche sur des fermes virtuelles, donc des ordinateurs. Et là, c'est la première fois qu'on a une approche complète où on mesure, donc on va expliquer ça plus en détail, sur cette centaine de fermes qui ont fait partie du projet. On a mesuré, on a déjà défini un plan de transition bas carbone et mesuré avec les méthodes du label bas carbone quels allaient être, grâce à ce plan de transition, les effets sur la réduction d'émissions et sur le stockage de carbone dans les sols, ainsi que le coût.
Donc, c'est ces résultats qu'on va vous partager. Donc, je rentre dans la méthode de l'étude, hein. La méthode qu'on a utilisée, donc, c'est la méthode grande culture du label bas carbone. Il y a plein de méthodes pour mesurer l'impact climatique de l'agriculture, mais ici, en l'occurrence, c'est une famille de méthodes qu'on appelle les méthodes qui sont classifiées tiers 3 au GIEC. Donc, c'est les méthodes les plus robustes. C'est également celles qui sont préconisées par le SBTI dès lors que des acteurs veulent revendiquer du stockage de carbone dans les sols. C'est donc pour tout ce qui est, pour faire simple, il y a deux piliers dans ces méthodes. Le premier pilier, c'est la mesure des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités agricoles sur le périmètre de l'exploitation. Donc ça, on mobilise au sein de cette méthode des approches de type analyse de cycle de vie, où on va mesurer les émissions de N2O, de CO2 et de CH4 associées à tout un tas de pratiques agricoles sur les champs et sur la ferme. Et la deuxième jambe de cette méthode, c'est pour tout ce qui est la mesure du carbone, du stockage de carbone dans le sol, c'est l'utilisation de modèles de bilan humique, ici en l'occurrence le modèle AMG. Le périmètre de cette méthode au niveau géographique, il concerne toute l'exploitation agricole, enfin toutes les entités de l'exploitation agricole dans les grandes cultures, puisqu'on s'est attaché ici aux grandes cultures. Donc lorsqu'on a une exploitation agricole spécialisée en grandes cultures, comme c'est le cas de la majorité des exploitations d'échantillons, bah, c'est toute l'exploitation agricole qui est concernée par l'approche méthodologique. Au niveau temporel, on a une mesure sur 5 ans. En fait, on va mesurer la variation d'émissions et de stockage de carbone sur 5 ans. Plutôt, on va le simuler. Et ensuite, on rapporte les résultats en équivalent en tonnes équivalent CO2 par hectare et par an. Pourquoi 5 ans? C'est pour prendre en compte les effets, les externalités qu'il peut y avoir d'une culture à l'autre lorsqu'on a des cultures en rotation, comme c'est le cas dans la majorité des exploitations en grande culture. Enfin, ce qu'on mesure, ce sont les émissions directes et indirectes, donc les émissions sur le périmètre de l'exploitation agricole et les émissions liées à la fabrication et au transport des engrais, donc les gaz à effet de serre que sont le N2O, le CH4 et le CO2. Donc, dans le cadre de cette étude, on a indiqué qu'il y a 100 fermes qui ont été passées au diagnostic, mais là, on partage les résultats de 88 fermes, donc c'est celles qui sont dans la région Grand Est. Les 12 autres sont hors région Grand Est. Et puis vous avez ici une carte de la région Grand Est et des différents départements avec les différentes catégories de fermes. Donc on a 4 catégories de fermes différentes et leur emplacement géographique. Les diagnostics de ces 88 fermes, ils ont été réalisés par les conseillers techniques des structures de conseil, partenaires du projet Carbon Think, qui ont été formés par AgroSolutions avec l'outil Carbon Extract, donc qui est l'outil d'AgroSolutions qui automatise les méthodes du label bas carbone pour réaliser ces fameux diagnostics. On a donc 4 catégories de fermes et 2 catégories transverses. Je laisserai Valentin revenir sur ce point. Et donc, c'est AgroSolutions, dans le cadre du projet Carbon Think, qui a été chargé de l'analyse, de la synthèse et de l'analyse des résultats. Et dans cette étude, on y a ajouté, dans les conclusions qu'on a tirées, les résultats que nous avons des plus de 1500 diagnostics réalisés partout en France. Donc, parce qu'AgroSolutions, en plus de ce qu'on fait dans le Grand Est, on est actif sur toute la France dans l'accompagnement à la transition bas carbone de l'agriculture. Les résultats qu'on a relevés ici dans le Grand Est, ils sont globalement conformes à ceux qu'on a un peu partout en France, mais parfois on a des compléments d'information qu'on a insérés dans cette étude. Valentin, tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Donc les résultats qu'on a mesurés. Premièrement, qu'est-ce qu'on a réalisé? Donc, pour chacune de ces 88 fermes, on a fait un diagnostic initial qui porte sur 2 éléments. Le premier, c'est toutes les émissions de l'exploitation agricole, les émissions liées aux activités, aux pratiques culturales, sur le N2O, le CH4 et le CO2, qui sont les 3 gaz à effet de serre principaux de l'agriculture. Ils sont exprimés en tonnes équivalent CO2 par hectare et par an. Ensuite, on a mesuré pour chaque type de sol de l'exploitation agricole la dynamique de stockage de carbone dans les sols. On dit dynamique de stockage, mais dans la majorité des cas, c'est une dynamique de déstockage de carbone, puisque la majorité des sols de grande culture sont déstockants en carbone. Et donc, en l'occurrence, le résultat sera négatif. Et l'addition des 2 premiers termes nous donne le bilan carbone total de chacune des exploitations agricoles, également exprimé en tonnes équivalent CO2.
Et puis ensuite, pour chacune de ces fermes, on a réalisé un plan de transition. Donc, à partir du point de départ, chacun des conseillers agricoles, a défini avec l'agriculteur un bouquet de changements de pratiques agricoles qu'il était raisonnable de mettre en place compte tenu de la réalité de l'exploitation agricole. Et puis, on a mesuré, du coup, la variation sur les émissions, la variation sur le stockage de carbone, la variation du bilan carbone total, et derrière, on a pu en déduire la quantité de crédit carbone. La quantité de crédit carbone, c'est à peu près équivalent à la variation du bilan carbone total, hein. Une tonne équivalent CO2, c'est un crédit carbone. C'est juste que pour avoir les crédits carbone, on applique des rabais, qui sont des rabais pour prise en compte des risques de non-permanence, des risques de toute une série de risques qui sont les règles de calcul des crédits carbone. Et enfin, on a procédé à une évaluation du coût des changements de pratique pour l'agriculteur par la méthode des budgets partiels, ce qui nous a permis d'obtenir le coût d'abattement de tonnes de carbone sur les exploitations agricoles et derrière le coût des crédits carbone. Enfin, on a également réalisé une évaluation des freins non économiques, donc les limites à l'implication dans la transition bas carbone pour des raisons autres qu'économiques par les agriculteurs. On peut passer à la slide suivante. Donc, petit focus sur les changements de pratique. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette slide, mais pour rappeler, pour réduire, donc ici vous avez synthétisé sur l'écran les différentes pratiques possibles pour d'une part réduire les émissions. C'est très largement lié à la réduction de l'apport d'engrais minéral azoté sur les exploitations agricoles, sur la ferme, et la réduction de l'utilisation de carburant, mais ça c'est assez marginal, et les leviers liés à l'accroissement du stockage de carbone, qui sont principalement liés à l'apport de plus de biomasse sur les sols. Et en fait, donc du coup, je l'ai indiqué, les plans de transition, en fait, c'est les conseillers techniques qui, avec chacun des agriculteurs, ont bien expliqué la liste de ces différents leviers et ont défini avec l'agriculteur ce qu'il était possible de mettre en place sur une durée de 5 ans en suivant deux indications. La première, c'est que le choix des pratiques devait être réaliste. Donc, c'est aussi ce qui caractérise cette projection, cette étude en conditions réelles. C'est quel bouquet de pratiques je peux, en tant qu'agriculteur sur mon exploitation, mettre en place, à quel niveau, tout en étant quand même assez ambitieux, même fortement ambitieux sur mon ambition climatique. Donc, les plans de progrès sont un équilibre entre une ambition de transition qu'on qualifie de soutenue, mais qui est vraiment à la discrétion du chef d'exploitation agricole, et des pratiques qui sont réalistes quant à leur mise en œuvre. Slide suivante, Valentin. Très rapidement sur l'outil qui a été utilisé. Donc l'outil qui a été utilisé pour réaliser ces simulations, c'est l'outil Carbon Extract qui est accessible en ligne, qui est un outil développé par AgroSolutions et qui automatise les méthodes du label bas carbone pour réaliser ces diagnostics et ces simulations de plans de transition sur tout type d'exploitation agricole. Slide suivante. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, ça c'est un extrait des différentes modalités de l'outil Carbon Extract, mais on est déjà à courir un peu après le temps, donc on va avancer. Slide suivante, Valentin, s'il te plaît. Donc maintenant, quels sont les grands messages qu'on tire de cette étude avant de rentrer dans la présentation de quelques résultats? Le premier, c'est que toutes les fermes sont émetteurs nets de carbone. Alors, c'est franchement pas une surprise hein, dans le monde scientifique, mais ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur le sujet, on se rend compte que pour beaucoup d'acteurs, quand on dit ça, c'est une surprise. Donc, on l'écrit noir sur blanc, les fermes sont émettrices nettes de carbone. Et c'est pas grave, c'est pas un problème. Comme tout acteur économique, l'agriculture émet des gaz à effet de serre. Voilà. Mais néanmoins, ce qui est important, c'est qu'on a une très forte variabilité d'une ferme à l'autre, parce que quand on dit que les fermes sont émettrices nettes de carbone, on parle du bilan net entre les émissions et la dynamique de stockage de carbone dans les sols. Et ce qui varie énormément, c'est le stockage de carbone dans les sols. On a une relative stabilité des émissions de gaz à effet de serre entre les fermes, ça varie, mais la fourchette n'est pas très élevée. Par contre, le stockage de carbone, la dynamique initiale de stockage ou de déstockage, elle est très variable d'une ferme à l'autre, qu'on soit dans toutes les régions françaises ou partout en France. Le deuxième élément, et ça, cette étude le met vraiment en lumière, c'est que pour améliorer le bilan carbone d'une ferme, eh bien, c'est très majoritairement le stockage de carbone qui est le premier contributeur.
Je l'ai expliqué, hein, quand on regarde l'amélioration du bilan carbone, on va regarder ce qu'on peut améliorer sur la réduction d'émissions et le stockage de carbone. Le potentiel d'amélioration sur les émissions, il est assez contraint, il est assez limité. Par contre, le potentiel majeur, c'est vraiment dans le stockage de carbone dans les sols. Élément suivant, et c'est d'autant plus important que dès lors qu'on parle de stockage de carbone dans les sols, on parle d'agronomie et on parle de co-bénéfices, puisque quand on stocke du carbone, on va très largement améliorer la biodiversité, soit dans le sol, soit aérienne, puisque une autre manière de stocker du carbone, c'est d'implanter des haies et d'implanter des arbres en agroforesterie, qui sont des supports de biodiversité. Ça permet également d'autres co-bénéfices comme l'amélioration des fonctions écosystémiques du sol pour la gestion de l'eau. Quatrième point, c'est qu'on a un antagonisme fort entre les objectifs de réduction d'émissions et de stockage de carbone. Ça, c'est la grande mauvaise nouvelle qui fait que la transition va être plus complexe que prévu. C'est que, on le martèle souvent, hein, mais on le revoit à chaque fois, réduire les émissions, c'est possible. Stocker du carbone, c'est possible. Mais réduire les émissions, c'est souvent un risque de déstockage de carbone. Et à l'inverse, stocker du carbone, le moyen le plus facile, c'est de mettre plus d'azote, donc d'accroître les émissions. Et ce qu'il faut privilégier, c'est une ligne de crête entre les deux. Autre élément, c'est que le prix revient moyen pour l'agriculteur de cette transition, il est élevé. C'est plus de 60 € par crédit carbone en moyenne et que les outils actuels de financement de la transition ne sont pas suffisants pour stimuler à eux seuls une transition bas carbone à l'échelle agricole au sens large. Slide suivante. Voilà, autre élément, c'est que sur 100 agriculteurs qui font un diagnostic et qui simulent un plan de transition, on en a à l'échelle française à peu près 10% qui s'engagent à poursuivre la transition et qui sont intéressés par les crédits carbone, mais leur motivation réelle, c'est très rarement l'argent que permet les crédits carbone. Tout ça est détaillé dans l'étude, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour le moment, les agriculteurs qui font cette transition, c'est pas l'argent des crédits carbone qui les motive. L'argent des crédits carbone, c'est plutôt une cerise sur le gâteau. Et quelque part, c'est très bien, mais le message, c'est que si on veut utiliser cet outil pour muscler la transition, eh bien, il faut un peu accroître la rémunération qui permet d'obtenir. Et enfin, on constate partout un besoin énorme d'accompagnement du terrain, que ce soit en conseil ou en formation, sur les enjeux autant techniques qu'économiques et réglementaires, parce que le carbone agricole, c'est un peu un Far West actuellement, et le premier élément avant d'envisager une grande transition et de réaliser des grands business plans sur des crédits carbone, c'est d'accompagner le terrain, de former et d'apporter de la pédagogie. Voilà, et je passe la parole maintenant à Valentin qui va vous passer rentrer dans le détail de quelques résultats de cette étude. De vive voix, bonjour à tous. On a vu qu'il y avait déjà quelques questions qui étaient tombées dans le chat. Certaines, on aura l'occasion d'y répondre là sur la présentation des résultats. D'autres, on pourra y revenir dessus à la fin. En attendant, j'espère qu'il y aura une majeure partie des questions que vous vous posez auxquelles on aura l'occasion d'y répondre sur cette présentation, comme l'a dit Edouard tout à l'heure, qui sera qu'une partie de ce qui est présent dans le rapport, puisque vous verrez que selon les éléments présentés, il y a de plus en plus de détails qui peuvent être creusés au fur et à mesure. Je reviens rapidement sur la méthodologie, mais vraiment très succinctement, juste pour rappeler que du coup, Carbon Sync avait au départ une centaine d'exploitations qui ont été diagnostiquées, que dans le cadre du projet de la référence qu'on vient de créer avec AgroSolutions, l'objectif c'était de se concentrer sur le Grand Est et les productions et les systèmes de production qui avaient lieu dans cette région. On a quand même dû, avec la restriction géographique, enfin on s'est quand même permis du coup avec la restriction géographique, d'implémenter avec 2 départements limitrophes qui nous paraissaient être similaires aux exploitations et aux types de production qu'on pourrait retrouver dans le Grand Est. Donc on a le département de l'Aisne et de l'Yonne qui ont été ajoutés. On avait quelques exploitations disponibles, ce qui a permis de faire un échantillon un peu plus conséquent. Et la méthode label bas carbone grande culture, j'en parle pas, mais c'est effectivement la méthode qu'on a utilisée pour faire les mesures, parce que c'est celle qui est présente dans Carbon Extract pour mesurer les émissions au sein de l'atelier grande culture, également comme la méthode L qui est présente dans l'outil. Au niveau de la classification des exploitations, donc on a un échantillon qui fait 88 exploitations, sauf que l'intérêt c'était d'essayer de présenter des tendances générales en fonction du système et du mode de production des exploitations. Donc il y a eu des critères qui ont été mis en place pour justement catégoriser les 88 exploitations et on les a rangées en 4 catégories principales qu'on va vous présenter par la suite. C'est ces 4 typologies-là. Ça répond peut-être en partie à la question qui a été posée dans le chat sur les OTEX, où ça va vous permettre déjà de visualiser en fonction des systèmes et des modes de production
des tendances. On y viendra un peu plus tard. Du coup, les 88 exploitations, on a fait des typologies et on a mesuré leurs bilans initiaux, c'est-à-dire les pratiques actuelles qui avaient lieu sur l'exploitation. Pour petite parenthèse sur la méthode label grande culture, on utilise les données moyennes des 3 dernières campagnes en général pour réaliser un bilan carbone. Ça permet d'éviter des phénomènes de bord comme des impacts climatiques ou un échec de certaines cultures. Donc toutes les données sont moyennées sur 3 ans. On a ensuite fait une analyse de la transition, des projets de transition. Toutes les exploitations qui ont fait des bilans carbone initiaux ne sont pas forcément rentrées dans les projets de transition, mais on a quand même 31 projets par contre valorisables. Cependant, c'est des projets potentiellement valorisables. Toutes les exploitations, donc les 31 ici présentes, ne sont pas rentrées dans des projets forcément, parce que l'objectif c'était de savoir si, avec les leviers et l'intensité des leviers qu'ils allaient mettre en place, la transition était du coup acceptable et rémunératrice ou rentrait en accord avec les attentes de l'exploitant. Derrière, sur ces 31 exploitations-là, on en a 24 pour lesquelles on a pu valoriser les données économiques de transition. Voilà. Donc, ici, vous avez les 4 typologies de transition, les 4 typologies d'exploitation qu'on a créées pour justement essayer d'expliquer cet échantillon global de 88 exploitations. On a d'abord un échantillon de 46 exploitations qui correspond à la typologie de culture industrielle, où le critère à utiliser pour sélectionner ces exploitations, c'est le fait qu'il y ait de la betterave sucrière et ou de la pomme de terre dans l'assolement. Parce que c'est quand même deux cultures qui sont assez particulières du point de vue de la biomasse qu'ils sont capables de créer, mais pour autant, il n'y a pas une restitution de matière organique qui va être extrêmement importante au sol. Donc ça va avoir une influence sur le stockage de carbone. On a également une autre catégorie qui va être la catégorie des cultures céréalières et des oléoprotéagineux. Globalement, c'est la catégorie qui ne rentre pas forcément dans les 3 autres catégories qui ont pour la grande partie et quasiment la totalité vraiment une emprise céréalière importante et oléoprotéagineux. Ce sont les deux, du coup, ces 2 premières typologies présentées sont les 2 avec le plus de données, donc pour lesquelles on peut s'attendre à avoir des données les plus révélatrices de ce qui se passe sur le terrain. Et ensuite, on a 2 petites typologies qui sont des typologies assez particulières mais intéressantes, dont celle avec de la monoculture de maïs, où le critère de sélection, c'était de se dire c'est une exploitation avec l'assolement représenté à 70% par du maïs grain. Ça a un intérêt tout particulier parce que le maïs grain est une culture qui va restituer énormément de matière organique, que ce soit d'un point de vue racinaire que d'un point de vue aérien, parce qu'on va juste récolter le grain et du coup, il y a une bonne partie de la plante qui va rester au sol et qui va pouvoir être restituée. On a ensuite des exploitations de polyculture élevage. Et là, petite précision, quand on parle de polyculture élevage, sachant qu'on utilise la méthode label grande culture, on ne mesure pas les émissions qui sont liées au bétail et au cheptel. On mesure simplement les émissions d'une exploitation d'élevage, certes, mais de son atelier de grande culture. Et après, on a une petite catégorie transverse qu'on va vous présenter rapidement ici, qui sont les exploitations de grande culture, d'agriculture de conservation des sols, pardon. Cette catégorie-là, du coup, elle est représentée par 5 exploitations de culture industrielle et 8 exploitations de culture céréalière et oléoprotéagineux. Voilà. Je fais juste un petit commentaire sur ces catégories. Comment dire? Comme vous voyez à la fin, en bas de chaque box, le nombre d'exploitations dans chaque catégorie. Vous voyez qu'elles ne sont pas réparties de manière équilibrée. Donc tout ça pour dire tout de suite que on n'a pas suffisamment d'exploitations dans chacune des catégories pour présenter des résultats définitifs sur les grandes tendances réduction et stockage par catégorie. Par ailleurs, on n'a pas observé de différences significatives au sein de ces différentes catégories, sauf pour les exploitations maïsicoles, et Valentin présentera les résultats. Mais néanmoins, on a conservé dans la restitution de l'étude ces différentes catégories pour l'analyse des résultats, parce que toute cette étude, c'est un prisme qui est assuré. On a une lecture très terrain des choses. Elle a été réalisée dans le cadre du projet Carbon Think, où l'objectif, c'est d'apporter aux acteurs du terrain plus de connaissances et de compétences sur ces sujets. Et c'est avec les acteurs de terrain qu'on a défini cette segmentation des résultats. Valentin, je te rends la parole. Rapidement, puisque on imagine bien que la partie qui va vous intéresser sont les résultats, donc on va essayer d'y aller assez vite. On a présenté du coup les typologies. Les typologies ont été analysées selon plusieurs
Système d'analyse, c'est très très compliqué pour juste dire qu'on a regardé une carte d'identité de la typologie parfois, donc juste pour se représenter quel type d'exploitation on allait regarder. Et derrière, on a utilisé des boîtes à moustaches pour essayer de mesurer les émissions du bilan initial, le stockage du bilan initial et le bilan net du bilan initial. Tout ça pour essayer de se rendre compte, grâce aux boîtes à moustaches, de la répartition et de l'hétérogénéité qu'expliquait Edouard en début de présentation, que toutes les exploitations ne se ressemblent pas et que du coup, ça crée énormément de variabilité dans les résultats. Et la boîte à moustaches est un bon indicateur de cette variabilité. Après, on a regardé les résultats des bilans carbone moyens de chaque typologie et les émissions par poste qu'a déjà présenté Edouard. On ne va pas trop s'attarder dessus, mais juste pour rebondir, parce que c'est une question qui a été posée. Effectivement, vu que un des éléments qu'on regarde au sein des postes des émissions, c'est les émissions liées à la fertilisation en N2O, que ce soit organique ou minéral, et aussi d'autre part les émissions du transport et de l'amont des engrais minéraux d'un côté et de l'autre des engrais organiques, c'est effectivement un levier qui va être intéressant à mobiliser parfois. Ça va être de regarder comment on peut justement infléchir sur la fertilisation minérale. Ensuite, pour les projets de transition, du coup, on a regardé le bilan carbone des projets de transition en le comparant au bilan initial. Et on a regardé les leviers qu'ils avaient mobilisés pour essayer de se donner un ordre de grandeur de tel ou tel levier, ou en tout cas de la popularité des leviers au sein des exploitations. Et le coût de la transition, comme on l'a présenté tout à l'heure. Et derrière, on a essayé de regarder à l'échelle de chaque exploitation qui était rentrée dans un projet, quelle manière elle avait réussi à réduire ou augmenter ses émissions, ou réduire ou un petit peu déstocker du carbone pour avoir un bilan net qui finalement, à la fin, se retrouve positif, avec en parallèle la comparaison avec le coût des pratiques pour réussir à avoir ce résultat. Ici, on va vous présenter du coup la synthèse, mais de l'échantillon complet, donc des 88 exploitations, sachant que vous avez les résultats dans le rapport qui sont présentés par typologie, comme on vous l'a montré au tout début. Là, c'est la carte d'identité globalement de chaque exploitation. On va passer assez vite dessus. Un des éléments qui peut être intéressant à regarder, ça va être l'assolement moyen que vous voyez dans le camembert qui est tout en bas à droite de ces 88 exploitations. Donc globalement, ce qu'on retrouve, c'est quand même majoritairement du blé d'hiver et de l'orge de printemps qui vont représenter 46% de l'assolement. Et je vais passer à la suite pour pas trop perdre de temps. Ce qu'on expliquait tout à l'heure, du coup, sur les résultats des bilans initiaux, c'est la grande variabilité au niveau des émissions. Ce que vous voyez dans la boîte à moustaches tout à gauche, où on va avoir une première valeur qui peut être à 1,79 et une dernière valeur, quand on regarde les petits points qui sont les valeurs extrêmes, qui va être jusqu'à 8. Alors, pour juste rappel d'une lecture d'une boîte à moustaches, vous avez une boîte à moustaches qui est composée en quartiles, globalement, et ce que vous voyez dans le petit camembert gris, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris qui s'affiche à l'écran, ça a l'air d'aller. Vous avez la petite croix qui va représenter la moyenne et la barre horizontale qui va représenter la médiane. Et donc, ce qu'on arrive à visualiser globalement au niveau des émissions, c'est qu'on est autour des 3,3 tonnes d'émissions de CO2 équivalent. Ensuite, quand on regarde le stockage, on a du coup une valeur moyenne qui est déstockante, mais si on regarde à la médiane, on a une valeur qui est du coup stockante. Alors, on est très légèrement stockant, comme on est très légèrement déstockant, parce qu'avec un moins 0,08, ça correspond à 80 kg de CO2 déstocké, équivalent par hectare et par an. Et à l'inverse, avec un 0,11, ça veut dire qu'on va stocker 110 kg de CO2 équivalent par hectare et par an. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que c'est la médiane qui est représentée à 0,11. Ça veut dire que plus de la moitié des exploitations, sachant que la médiane représente 50% des exploitations, c'est-à-dire plus de la moitié sont supérieures ou en stockage supérieur à 0. Par contre, derrière, ce qu'on va regarder au bilan net, ce qui va nous intéresser, c'est que finalement, comme le disait Edouard déjà, je ne vais pas m'attarder dessus, mais toutes les exploitations sont émettrices nettes de carbone, puisqu'on a une donnée qui est autour des 3,4 tonnes de CO2 équivalent. Alors, toutes les exploitations sauf une, puisque ton extrémum il est négatif, mais c'est vraiment un cas à part. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que les exploitations de grande culture, là en moyenne, on est autour de 3,3 tonnes d'émissions, 3,3 tonnes équivalent CO2 par hectare et par an pour les émissions liées aux pratiques agricoles. C'est relativement conforme à ce qu'on observe sur les moyennes nationales en France. Le stockage de carbone, Valentin l'a dit, on a là la majorité des exploitations qui sont légèrement stockantes, mais en moyenne, on a une moyenne qui est légèrement déstockante.
Là aussi, c'est conforme aux résultats de l'INRAE. Hein. La majorité des sols agricoles de grande culture sont des stockeurs nets en carbone. C'est pas grave. Hein. L'enjeu, c'est à quel point on peut réduire leur déstockage ou les rendre stockants. Donc, si on part d'un mauvais état, ça laisse plus de marge pour les améliorer. Et un bilan net global qui est la majorité des exploitations, elles émettent, la moyenne c'est 3,3 tonnes équivalent CO2 par hectare et par an, avec une variabilité relativement importante et quasiment aucune exploitation qui a un bilan net négatif. Je te rends la parole, Valentin. Pour répondre à une question très pertinente, la lecture du stockage de carbone, une valeur négative signifie que l'on déstocke du carbone, une valeur positive signifie que l'on vient stocker du carbone, sachant que l'équation pour calculer le bilan net, c'est tout simplement les émissions moins le stockage. Oui, c'est une règle arbitraire. Hein. On aurait pu le faire autrement, mais là, la convention d'expression des résultats, en effet, c'est que pour le stockage de carbone, les résultats positifs indiquent qu'on stocke et négatifs qu'on déstocke d'autant. Ici, vous avez du coup la valeur moyenne qu'on a déjà vue dans les jauges de vitesse qui sont présentées. On ne va pas s'attarder dessus. Par conséquent, par contre, vous avez un nouvel élément, c'est le camembert à droite de la slide qui va vous présenter les émissions par poste, les émissions par poste qu'on a déjà présentées tout à l'heure. Je ne vais pas m'attarder dessus particulièrement parce qu'on vous l'a déjà présenté. Juste un élément à retenir, c'est qu'en général, tout ce qui va être lié à la fertilisation va quand même représenter bien plus de la moitié des émissions, et surtout ce qui est lié à la fertilisation minérale, où là, ce que vous voyez, c'est qu'on est à 77% d'émissions qui sont liées à la fertilisation minérale, si on comptabilise le N2O, le N2O direct et indirect, et la fabrication et les engrais, le transport des engrais minéraux. Alors attention, 77%, il y a aussi une partie du N2O direct et indirect qui va être liée à la fertilisation des engrais organiques dedans. Et globalement, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on a 10% d'émissions qui sont liées à la consommation de carburant. Et tout ça, c'est bien évidemment dans l'étude. Alors, ici, on en rentre dans la phase de transition, des projets de transition. Vous voyez qu'en haut à droite de la slide, on a précisé qu'on était avec 31 exploitations. Ça sera précisé à chaque fois dans le rapport. Mais du coup, l'échantillon a diminué, ce qui explique aussi pourquoi vous avez des valeurs qui, en bas à gauche, avec les mêmes jauges de vitesse, ne sont pas exactement les mêmes que sur la slide d'avant, parce qu'on a dû recalculer ces valeurs moyennes par rapport à cet échantillon de 31 exploitations et non plus de 88 comme tout à l'heure. Ouais, peut-être pour le préciser, je ne l'ai pas dit en introduction dans l'explication de la méthode, on a 88 exploitations qui ont fait un diagnostic. Normalement, toutes ces exploitations auraient dû réaliser un plan de transition et donc on aurait mesuré par simulation l'impact de ce plan de transition. Dans la réalité, tous les agriculteurs ne sont pas intéressés, une fois qu'ils ont leur diagnostic, à faire le plan de transition. Donc on en a eu 31 parmi 88 qui ont fait ce plan de transition. Et les valeurs qui sont indiquées ici, donc les valeurs moyennes indiquées par la jauge noire dans l'indicateur de vitesse, sont les valeurs moyennes des 31 exploitations qui ont simulé le plan de transition. Et dans cette fiche et dans toutes les autres fiches, du coup, vous allez avoir les leviers mobilisés avec un pourcentage. Ça correspond du coup au pourcentage de projets qui ont utilisé ce levier et qui l'ont renseigné dans l'outil Carbon Extract. Donc on sait quels leviers ils ont mobilisés. Il y a des questions qui vont peut-être arriver et on essaie de les anticiper vis-à-vis des leviers et utiliser tel levier. Si on utilise par exemple tel levier, de combien on peut améliorer notre stockage? Si on utilise tel levier, de combien on peut réduire nos émissions? Alors ça, c'est quelque chose dont l'analyse, on précise maintenant, mais qui est assez compliqué parce que à des moments, la mobilisation d'un levier va avoir des impacts sur plusieurs critères, et inversement, dans un projet, il peut y avoir plusieurs leviers qui, eux, vont avoir un impact sur le même critère. Donc c'est très difficile de réussir à isoler un levier pour dire il va avoir tel impact sur les émissions de telle valeur ou sur le stockage de telle valeur. Voilà. Juste pour compléter ça, c'est vrai que on a choisi dans l'étude de ne pas rentrer dans ce niveau de détail-là, parce que c'est une étude qui présente des résultats globaux par groupe d'exploitation agricole. Maintenant, dans les études qu'AgroSolutions fait, notamment avec Carbon Extract, on a ce niveau de détail pour chaque exploitation. Mais c'est une information qui va varier d'une exploitation agricole à une autre. Autre limite ici, c'est que donc on a indiqué la part d'utilisation des différents leviers dans les groupes d'exploitation agricole, mais pour chaque levier, en fait, chaque exploitation va l'utiliser à un niveau d'intensité différent.
Par exemple, augmenter la biomasse des intercultures, eh bien, entre une exploitation A et une exploitation B, elle ne va pas partir du même niveau de départ en termes d'interculture et du même niveau d'accroissement de sa biomasse en interculture. Donc là, on ne peut pas représenter ce niveau de détail par exploitation. Néanmoins, dans les diagnostics ferme par ferme, ces niveaux sont indiqués. Je te rends la parole, Valentin. Merci. Et du coup, c'est ici, vous avez les résultats qui sont présentés à l'échelle individuelle pour chaque exploitation. Ça permet de visualiser de quel niveau sont la réduction ou l'augmentation des émissions, pareil pour le stockage, et quelle est l'influence sur le bilan net, avec des valeurs, des coûts de transition appliqués à cette mobilisation des leviers. Et sur une figure comme celle-ci, vous pouvez voir la très grande variabilité des résultats, déjà du bilan carbone global d'une ferme à l'autre, mais aussi au sein des différents postes entre réduction d'émissions et stockage de carbone. Ce qui rend encore une fois difficile la possibilité d'avoir des grands messages conclusifs pour toutes les exploitations, pour toute la ferme France. Et ça se remarque également au niveau des coûts qui sont assez variables d'une exploitation à l'autre, parce que par exemple sur l'exploitation avec un moins 0,24 au bilan net d'affiché, c'est pas celle qui va réussir à améliorer le mieux son bilan, mais c'est celle qui va se retrouver avec des coûts qui sont parmi les plus élevés. Donc, ça veut dire que pour réussir à mobiliser ces leviers-là, son coût de transition va être important, alors que pour autant, elle ne va pas forcément parvenir à réduire ses émissions autant que d'autres exploitations, comme celle qui est tout à gauche, qui a un coût relativement, voire même très faible, pour un niveau du bilan qui va être bien amélioré, puisqu'on va être quasiment de l'ordre de 1 tonne. Donc voilà. Là, on va vous présenter rapidement, et peut-être ce qui vous intéresse, des comparaisons entre des résultats et essayer de les expliquer assez succinctement. Ici, vous avez la comparaison entre deux typologies, la typologie de culture industrielle, la typologie de maïs, donc la monoculture de maïs, qui sont toutes des exploitations qui se trouvent en Alsace, du maïs grain, hein, c'est pas du maïs fourrage. Et on est du coup à des niveaux d'émissions qui sont des niveaux d'émissions et de stockage qui sont complètement différents d'une typologie à l'autre. Ce qu'on va voir par rapport à la typologie de culture industrielle, c'est qu'on est quand même dans les clous de ce qu'on a vu jusque-là par rapport à l'échantillon des 88 exploitations, où pour rappel, on était entre 3,3 tonnes de CO2 émis ou 3,4, et on était aux alentours de moins 0,08 et 0,11 au stockage. Là, on est à moins 0,17, on reste dans les clous. Au niveau des émissions du bilan net, on est aussi assez cohérent avec ce qu'on a vu jusqu'alors. Par contre, si on regarde au niveau des exploitations de maïs grain, on va avoir des émissions qui plafonnent, enfin qui déplafonnent tout, puisqu'on a même par rapport à nous, notre mine et notre max qu'on a calculé grâce à des exploitations de la base de données carbone extract, on a un max en général au niveau des émissions de carbone qui est autour des 4,10. Ça fait partie du 9e décile, donc les valeurs hautes. Et pour autant, les émissions de maïs grain en Alsace sont autour des quasiment 5 tonnes de CO2 équivalent. Et ils vont beaucoup émettre, ce qui peut paraître énorme du coup si on regarde juste les émissions en tant que telles isolées. À l'inverse, si on regarde le stockage de carbone, enfin, c'est pas à l'inverse du coup, mais dans la même logique, si on regarde le stockage de carbone, cette valeur est aussi pète les plafonds. Pardon, mais on est à 1,94 sur le 9e décile avec la référence que nous avons avec nos exploitations, et les exploitations de maïs alsaciennes sont autour des 3,65. C'est vraiment énorme. Ça se représente du coup au niveau d'un bilan net où on se dit ok, il y a beaucoup d'émissions, ça peut paraître du coup négatif d'un point de vue changement climatique puisqu'on va beaucoup émettre, mais pour autant c'est fortement compensé par le stockage de carbone qui est très important, et le bilan net qui se retrouve impacté de manière cohérente parce qu'on a un bilan net qui est bien plus faible et qui se retrouve dans des exploitations on va dire vertueuses d'un point de vue changement climatique parce qu'on a déjà des émissions qui sont assez faibles. Et c'est là qu'il y a une limite qu'on peut poser aussi, et c'est ce que expliquait Edouard à un moment, c'est que le carbone est un enjeu qui va engager d'autres co-bénéfices derrière, dont la biodiversité et la gestion de l'eau. Et forcément, une exploitation avec de la monoculture de maïs ne va pas forcément celle qui va valoriser le plus la biodiversité, sachant qu'on va avoir une culture principale sur les parcelles, qui ne va pas forcément favoriser le fait que différentes espèces viennent sur notre exploitation. Donc déjà, d'un point de vue biodiversité, c'est sûrement des exploitations qui vont être un peu moins bonnes que des exploitations de culture industrielle qui vont avoir beaucoup plus de diversité dans leur assolement. D'un autre point de vue, sur la gestion de l'eau, sur les exploitations de maïs alsaciennes, c'est peut-être pas le cas de toutes celles qu'on a dans notre échantillon ici,
mais il y a de l'irrigation qui peut être mise en place pour justement parvenir à avoir des rendements assez élevés. Cette irrigation, ça consomme de l'eau, et du coup, sur les enjeux autour de l'eau, d'autant plus dans des conditions comme ce qu'on a actuellement, où on a des sécheresses comme rarement on a connu ces dernières années, et qui impactent fortement l'agriculture, la ressource en eau va être de plus en plus limitante, et forcément, ça va avoir un impact aussi derrière sur de potentiels rendements et du coup de potentiels niveaux de stockage d'émissions et surtout la gestion de l'eau en tant que telle, en tant que co-bénéfice. Voilà. Au niveau de ces mêmes typologies, maintenant vous avez la comparaison entre les projets de transition. C'est pour ça que les valeurs changent un peu de ce qu'on a vu avant. Ce qu'on voit globalement au niveau de la culture industrielle, c'est une réduction des émissions. Pour rappel, la petite barre rouge, c'est la simulation, donc le projet de transition. La petite barre noire, c'est le bilan initial. Donc avec des valeurs à 3,33 à l'origine, on passe à 3,17 avec le projet de transition, c'est-à-dire qu'il y a quand même une réduction des émissions. Et on remarque aussi une amélioration au niveau du stockage, parce que pour rappel, la valeur négative au stockage, c'est un déstockage. Et ça veut dire que là, on passe d'un moins 0,74 à un moins 0,23. Ça reste négatif, certes, mais ça s'est amélioré. C'est-à-dire qu'il y a un déstockage beaucoup moins important qu'avant. Là, on a amélioré de 500 kg de CO2 le stockage de carbone. Donc, il y a 500 kg de CO2 en moins qui ne sont pas déstockés. Et ça se remarque après au niveau du bilan net, où globalement, ces exploitations ont amélioré de 600 kg de CO2 leur niveau d'émission. Si on regarde après au niveau du maïs, des exploitations de monoculture de maïs, on a très peu d'amélioration au niveau des émissions. On est de l'ordre de 80 kg de CO2. Et au niveau du stockage, on a une amélioration, mais aussi très très faible. Et ce qu'on remarque du coup, c'est qu'elles ont beaucoup moins de potentiel dans leur transition. Elles vont avoir beaucoup plus de mal avec les leviers à mobiliser à justement soit réduire fortement leurs émissions, parce que si elles ont beaucoup d'émissions, c'est qu'elles ont des niveaux de fertilisation qui sont certainement assez importants. Et réduire la fertilisation, c'est aussi impacter le niveau de rendement. Impacter les niveaux de rendement, par conséquent, ça va jouer sur le niveau de stockage du carbone parce qu'on va restituer moins de matière organique au sol. Et par conséquent, elles ont beaucoup moins de potentiel et de liberté dans le choix des leviers peut-être à mobiliser sans forcément impacter après l'exploitation en elle-même. Du coup, ça se voit au niveau du bilan carbone de l'exploitation. C'est pas forcément celle qui va avoir la transition la plus facile à mettre en place. C'est cette exploitation qu'on avait découvert. Tout de suite. Peut-être avant que Valentin réponde. Mais normalement, ils ont tous découvert l'implanté. Oui. Pardon. Ce que ça illustre, en fait, c'est un cas intéressant. Si on prend un peu de hauteur, le cas des exploitations maïsicoles, en fait, qu'est-ce qu'on constate? C'est que c'est des exploitations qui produisent énormément de biomasse. Donc, elles sont très performantes sur le stockage de carbone. Donc, en fait, ces exploitations, elles ont relativement peu de leviers pour faire une transition climatique parce que toute transition risque de se traduire par moins de production de biomasse et donc par du déstockage de carbone. Et cette conclusion, elle est reproductible à l'échelle de l'ensemble des exploitations agricoles. Celles qui sont déjà très performantes en production de biomasse, elles ont relativement peu de marge de manœuvre pour améliorer leur bilan global. Elles pourraient facilement réduire leurs émissions, en réduisant notamment les apports d'engrais minéraux. Mais le risque alors, c'est que ça entraîne une chute de la production en biomasse et donc un déstockage de carbone dans le sol. Et là, on rentre dans les interactions fines entre les émissions et le stockage qui doivent être prises en compte pour mesurer la performance climatique. Et c'est là où ces enjeux de la transition climatique de l'agriculture deviennent particulièrement complexes. Je te rends la parole, Valentin. Il va falloir qu'on boucle parce qu'on arrive en fin de temps exploitable. Ouais, ça va très vite là. Juste pour répondre à la question, du coup, sur les 7 exploitations, là on est sur un échantillon de 3 exploitations. Aussi à prendre en compte dans l'analyse des données, juste prendre du recul vis-à-vis de ça, parce que 3 exploitations, ça ne permet pas de donner une conduite ou une ligne directrice représentative forcément de la réalité. Il y aura plein d'autres cas particuliers qui peuvent aussi derrière influer sur ces résultats. En tout cas, c'est déjà une première ébauche de résultats. Et pour les intercultures, sur les 7 exploitations, il y avait 17% de la surface qui était cultivée avec des intercultures. Ensuite, on a fait la même comparaison cette fois avec les 88 exploitations de l'échantillon et les exploitations qui avaient indiqué dans Carbon Extract qu'elles étaient en agriculture de conservation des sols. Ce qu'on remarque très rapidement en faisant la comparaison entre les deux, c'est les niveaux d'émissions des deux, donc les émissions de gaz à effet de serre. On est de l'ordre de 3,3 tonnes de CO2 équivalent pour l'échantillon complet
et on est autour des 2,80 pour l'ACS. Ça veut dire que déjà, au niveau des exploitations d'agriculture de conservation des sols, on voit bien qu'elles ont un niveau d'émission de base qui est bien plus faible que celui, normalement, des exploitations de l'ensemble de l'échantillon. Au niveau du stockage, on va avoir une différence également, moins marquée que pour les émissions, mais quand globalement, au niveau de la moyenne de l'échantillon complet, on est sur des valeurs déstockantes, mais même si très légèrement, hein, on est sur des valeurs légèrement, voire très légèrement également stockantes au niveau de l'ACS. Après, il faut prendre ça aussi avec des pincettes, parce que là, on est sur une différence qui est de l'ordre de 120 kg de CO2 équivalent, c'est pas non plus énorme. Et puis, on a un nombre d'exploitations assez limité dans notre échantillon. On va dire que ces résultats confirment ce qu'on pourrait penser de l'agriculture de conservation, qui va être moins émettrice et plus stockante. Maintenant, il faut être prudent pour extrapoler ces résultats à grande échelle, mais ils sont plutôt intéressants. Tout à fait. Et ça se voit du coup au niveau du bilan net, où l'ACS se place bien mieux en termes de bilan initial, donc un peu plus vertueux d'un point de vue carbone, les exploitations qui mettent en place de l'agriculture de conservation des sols. Ici, on reprend les résultats de transition des exploitations en agriculture de conservation des sols. Au niveau de la transition, du coup, on voit qu'il y a un potentiel au niveau des émissions qui est bien moindre. Et si on regarde directement au niveau de la jauge de vitesse du centre, donc celle de stockage de carbone du sol, on voit que c'est là qu'il y a un potentiel qui est encore énorme pour les exploitations en agriculture de conservation des sols. Un des éléments cependant à mettre en place là-dessus, c'est que l'indication ACS que nous avons via Carbon Extract, elle est seulement qualitative. On n'a aucune donnée quantitative, c'est-à-dire que ça soit d'un point de vue de temps, de durée. On ne sait pas depuis combien de temps ces exploitations pratiquent l'agriculture de conservation des sols, et également on ne sait pas à quelle intensité elles pratiquent l'agriculture de conservation des sols. Donc là, on a juste d'un point de vue qualitatif, on se dit, voilà, si mise en place de l'agriculture de conservation des sols, on a potentiellement des leviers sur le stockage de carbone qui sont plus intéressants. Et au niveau du bilan net, on a une belle amélioration puisqu'on arrive à améliorer le bilan net de 600 kg de CO2 équivalent. On a une petite distinction ici, c'est que tout à l'heure, on était sur 13 exploitations pour le bilan initial. Sur cette transition, on a 3 exploitations. Et par conséquent, les valeurs de base des émissions du stockage qui étaient tout à l'heure quasiment, qui étaient légèrement positives pour le stockage en particulier, elles sont ici négatives pour ces 3 exploitations-là, ce qui explique en partie que le stockage de carbone dans la transition peut se faire plus facilement. Merci Valentin. Je vais très rapidement synthétiser les grands messages. Alors, on s'excuse de ne pas avoir le temps de rentrer dans le niveau de détail qu'il faudrait. Les notions qu'on communique ici sont assez complexes à maîtriser, mais c'est pour ça vraiment, allez télécharger le rapport sur notre site internet et vous aurez des explications détaillées et vous aurez le temps de rentrer dans les détails. Pardon Valentin, j'ai sauté sur ta synthèse. Mais du coup, on va un peu déborder sur le temps, on s'en excuse. Je te rends la parole pour les slides de synthèse et puis je ferai la conclusion. Et on prendra quand même quelques minutes pour répondre aux questions, mais du coup, on débordera sur le temps pour ceux qui pourront rester. Très rapidement, hein, effectivement. Là, vous avez les résultats de toutes les typologies qui n'ont pas forcément été présentées jusqu'alors dans ce webinaire. Globalement, ce qui ressort juste de ces histogrammes, c'est que les exploitations de monoculture de maïs ressortent globalement du lot. Elles ont des niveaux d'émissions supérieurs à toutes les autres, elles ont des niveaux de stockage supérieurs à toutes les autres et un bilan net plus vertueux que les autres. Alors, à mettre après en opposition, comme on le disait, à des moments au co-bénéfice. Donc, on n'est pas là ni pour faire l'apologie de la monoculture de maïs, ni pour la dénigrer, mais il faut juste se rendre compte que dans des faits pratico-pratiques, le carbone va aussi avoir des liens avec l'éco-bénéfice, et ça, juste pour faire une petite parenthèse ou une petite ouverture, au niveau de la vente des crédits carbone, ce qui est un enjeu au niveau de l'achat de ces crédits carbone, c'est la qualité qu'ils vont avoir. Donc c'est bien de générer du crédit carbone et de les vendre, mais derrière, les acheteurs, ils vont aussi avoir des attentes au niveau des co-bénéfices qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des projets de transition qui ont eu lieu. Donc c'est des éléments qui sont souvent demandés par les acheteurs, de voir justement l'impact sur l'éco-bénéfice, mis à part le carbone en tant que tel. Donc voilà pour cette première synthèse. Et par rapport, ici, on a les mêmes histogrammes, mais avec les projets de transition. Et du coup, ce qui ressort globalement aussi, c'est que la monoculture de maïs a là, comme on l'a dit tout à l'heure, des projets de transition avec moins de potentiel. Par contre, ce qui est intéressant, ça va être les exploitations de polyculture élevage, où on voit que elles ont on voit le 1,44 ici qu'il faut regarder, hein, pardon. Mais on voit qu'au niveau du bilan net, elles ont un potentiel d'amélioration bien plus important, qui s'explique en partie par un gros niveau de stockage, qui est quasiment augmenté de 2 tonnes de CO2 équivalent par hectare et par an.
mais qui par contre est contrebalancé par un niveau d'émission plus important qu'avant. Là, on est sur des valeurs d'émissions négatives, ça veut dire qu'elles ont dégradé les émissions, elles ont augmenté leur niveau d'émission. Et ce qui, forcément, d'un point de vue cohérence, peut faire poser des questions. Mais ce qui revient à ce qu'Edouard disait au tout début, c'était que les deux sont intrinsèquement liés. Et du coup, si elles ont dégradé leur niveau d'émission, c'est peut-être parce qu'elles ont amélioré leur rendement en fertilisant peut-être davantage ou en fertilisant de manière plus raisonnée, et qui, par conséquent, a bien amélioré aussi le niveau de stockage. Ce qui a aussi beaucoup joué pour ces exploitations-là, c'est le niveau des intercultures. Elles avaient des niveaux d'interculture avec des rendements moyens à un moment, et là, dans les projets de transition, ils décident de mettre en place des pratiques et des leviers qui vont fortement améliorer la surface d'interculture et les rendements. Mais du coup, tout ça pour dire que, certes, il peut y avoir des dégradations des émissions, ce qui ne va pas forcément dire que le bilan va être dégradé, lui. À l'inverse, là, il est fortement amélioré. Donc, il faut forcément prendre en compte le stockage en tant que tel dans l'amélioration d'un bilan d'une exploitation. Juste un petit point de modération, il faut prendre énormément de pincettes sur ces résultats des exploitations en polyculture élevage, puisqu'en fait, on a que combien d'exploitations qui ont simulé une transition? On en a 2, hein, donc 2 sur un échantillon de 88. En toute honnêteté, on est assez surpris du résultat, mais il se trouve qu'elles ont un potentiel de performance gigantesque sur le stockage de carbone, ces deux-là en particulier. Donc il y a certains éléments qui l'expliquent, on l'explique un peu plus dans le rapport, mais pour le moment, on ne peut pas se positionner sur à quel point c'est extrapolable à l'ensemble des exploitations de polyculture élevage. Et ici, vous avez un histogramme qui reprend les potentiels de crédit donc, à gauche, et ce qui est l'histogramme en gris, et le coût du crédit carbone en euros par tonne de CO2. Et sans grande surprise des éléments qu'on a vus sur les transitions juste avant, les exploitations de polyculture élevage qui ont mis en place un projet de transition réussissent à stocker, à améliorer fortement leur bilan, et avec un coût des pratiques qui est bien moindre que les autres, enfin pas bien moindre, mais en tout cas moindre que les autres. Ça ne veut pas forcément dire que si on veut investir dans le carbone, il faut forcément aller investir sur l'exploitation de polyculture. Quelquefois dans la présentation, des cas particuliers pour toute typologie, pour toute exploitation et pour tout territoire également, puisque c'était une des questions qui a été posée, mais là on est sur la région Grand Est, donc avec des modes et des systèmes de production particuliers. Si après on s'intéresse à faire cette même analyse sur une autre région, on n'aura pas du tout les mêmes résultats qui vont ressortir. Ça serait sûrement une évidence parce qu'on va pas du tout avoir les mêmes typologies de sol et pas du tout les mêmes pratiques ni les mêmes cultures. Voilà. Oui, ou même sur le Grand Est, si on élargit l'échantillon d'exploitation. Du coup, quelles conclusions on peut tirer sur les enjeux de la transition agricole à l'échelle de la Ferme France? La première, c'est que contrairement à beaucoup de, comment dire, à beaucoup d'injonctions qu'on voit fleurir actuellement auprès de l'agriculture et qui poussent l'agriculture à se focaliser d'abord sur la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Nous, ce qu'on se rend compte et ce qu'on met en évidence avec cette étude, c'est que ce qu'il faut privilégier avant tout, c'est une amélioration du bilan climatique global de l'exploitation agricole. Pas uniquement les émissions, pas uniquement le stockage, mais si on veut être vertueux d'un point de vue climatique, c'est la somme des deux qu'il faut mettre en avant. Parce que si on peut très bien être vertueux sur la réduction d'émissions et être terrible sur le déstockage de carbone. L'inverse est vrai, c'est un peu moins fort, mais c'est également un risque. Donc c'est indispensable de mesurer les deux dès lors qu'on veut communiquer sur une performance climatique en agriculture. Élément suivant. Valentin, slide suivant. J'arrive. J'ai perdu la fenêtre. Je suis désolé. Je reviens. Je suis là. Merci. Et donc, du coup, on enfonce le clou, hein, une approche centrée uniquement sur la réduction d'émissions et, du coup, souvent par la décroissance de la production de biomasse, eh bien, elle entraîne un risque climatique. Si on se focus sur une approche, en fait, l'idée reçue selon laquelle la décroissance de la production agricole, liée principalement à la réduction d'apport d'engrais azotés, cette croyance selon laquelle c'est vertueux pour le climat, quand on prend en compte l'impact sur le stockage de carbone, on se rend compte que c'est pas toujours le cas, voire dans certains cas, c'est pire qu'avant d'un point de vue bilan climatique. Alors, on n'est pas là pour lutter contre les militants de la décroissance, mais on est là pour dire si on veut être vertueux sur l'analyse climatique, c'est pas forcément ou pas toujours la meilleure approche, ou si on le fait, il y a des garde-fous à mettre en place pour s'assurer qu'on va restituer toujours autant de biomasse dans le sol. Slide suivante.
Enfin, un autre élément, c'est que on met en évidence le lien très fort entre la réduction d'émissions et le stockage de carbone. Donc tout ça, c'est le lien entre l'apport d'azote, les dynamiques entre l'apport d'azote et le stockage de carbone sur le sol. Un élément dont on se rend compte, c'est que pour stocker du carbone dans le sol, il faut apporter plus de biomasse et plus de carbone dans le sol. Or, pour que le sol se digère, pour que le sol puisse digérer cette biomasse, le sol, les micro-organismes du sol ont besoin d'azote. Et une question qui se pose, c'est en limitant drastiquement l'azote, est-ce qu'on ne risque pas de limiter la dynamique des sols, la capacité des sols à absorber de l'azote? Il y a une grande inconnue qui est si on veut relancer une dynamique de stockage de carbone dans les sols, eh bien il va falloir relancer la vie du sol, laquelle se nourrit d'azote. Quelle est la politique adaptée en termes d'apport d'azote? On n'en sait rien, mais ce qu'on sait, c'est que dans certains cas, certaines réglementations actuelles pourraient aller à l'encontre très ponctuellement de ce phénomène-là. Donc voilà, ça, on n'a pas de réponse à apporter, c'est pas à nous à les apporter, mais d'un point de vue recherche scientifique, on est très demandeur d'éléments plus précis sur ces éléments-là, ce qu'on qualifie de fin d'azote, la fin d'azote du sol pour stocker du carbone. Enfin, sur le modèle économique, les outils actuels, ils sont pas suffisants pour stimuler à eux seuls un grand élan dans la transition bas carbone. Ça ne veut pas dire qu'il faut compter sur eux, mais si on compte uniquement sur les crédits carbone ou les primes de filière, aujourd'hui, ça n'est pas suffisant pour entraîner à l'échelle de la ferme France une transition bas carbone massive. Donc si on compte là-dessus, il faut à minima que les rémunérations soient augmentées. C'est en particulier le cas pour les crédits carbone. Pour ce qui est des primes de filière, en général, ça se règle entre les acteurs des filières et l'amont agricole. Donc là, il y a moins de discours généralistes à avoir sur cet élément-là. Élément suivant. Voilà, besoin de mieux adapter les outils de financement, oui, aussi à la réalité socio-économique agricole du monde agricole. Là, je pointe en particulier les limites des critères d'additionnalité de double compte qui, selon nous, sont une grande limite dans la capacité à manier l'outil crédit carbone. On ne va pas rentrer dans le détail, mais encore une fois, si on veut utiliser les crédits carbone et la finance carbone pour entraîner une grande transition bas carbone de l'agriculture, il faudrait quand même réfléchir les critères de validité des crédits carbone pour qu'ils puissent être applicables en agriculture. Il y a quand même un gros problème qui se pose actuellement, c'est les questions de double compte entre les crédits carbone et les primes filières. Cette question n'est pas résolue aujourd'hui et ça crée une limite au développement des projets. L'autre limite, quand on parle de socio-économie, c'est on connaît tous le cas des agriculteurs qui sont historiquement des bons acteurs et qui, avec les règles d'additionnalité des crédits carbone, ont du mal à se faire rémunérer. Et ça, c'est aussi un frein qu'on pense qui devrait être levé. Dernier élément. Voilà, on le disait aussi en introduction, énorme besoin de renforcer l'accompagnement du terrain sur la maîtrise et la compréhension des éléments liés à la transition bas carbone de l'agriculture. Voilà, on en a terminé. Désolé, on a 8 minutes de retard. On va quand même prendre le temps pour ceux qui souhaitent rester pour répondre à quelques questions. On en a sélectionné, Edouard. Ouais, okay. On en a sélectionné un petit peu, Edouard, si ça te va. Il y avait une question, comment est calculé le coût du crédit, coût des pratiques mises en œuvre, rémunération, crédit carbone? Point d'interrogation. Alors, le coût du crédit, en fait, ce dont on parle là, c'est pas nécessairement du coût du crédit, mais c'est on parle du coût de revient pour l'agriculteur pour générer un crédit carbone. En fait, on a développé chez AgroSolutions une méthode, on a repris une méthode qui s'appelle la méthode des budgets partiels, où en fait, on va regarder la variation des charges et la variation des revenus sur l'exploitation agricole quand l'exploitant agricole va adopter tout un tas de changements de pratiques. Alors, c'est basé sur plein d'hypothèses, parce que l'économie agricole, c'est multicyclique. Les cours des matières premières sont très fluctuants, les cours des céréales sont très fluctuants, mais on a pris des valeurs moyennes mobiles sur plusieurs années, et sur cette base-là, on a calculé quand on a défini tous les changements de pratique pour l'agriculteur, on a regardé comment ça va faire varier les charges et les revenus en fonction de la variation de production. Et donc, ça nous donne un coût de revient de la transition et derrière, en fonction du nombre de crédits qu'on a, un coût de revient par crédit carbone. Ensuite, pour le coût des crédits carbone, il faudrait ajouter le coût des projets, le coût des intermédiaires qui vont faire gonfler ce prix. Oui. Ça marche. Hop. Autre question? Oui, merci Edouard. Est-ce que ces conclusions entre le conventionnel et agriculture de conservation des sols sont comparables quand on parle de CO2 par kilo de matière produite?
Alors oui, pour autant que la quantité de production est stable, hein. Ça, c'est vrai pour. En fait, là, tous les résultats qu'on a, ils sont rapportés par hectare et par an. Si vous avez une production qui s'effondre en volume, eh bien, elle perd sa performance climatique. À l'inverse, si vous produisez plus, elle gagne. C'est typiquement le grand problème de l'impact climatique du bio, où lorsque vous réduisez la production à quantité d'intrants équivalent, eh bien, vous avez un impact climatique qui s'empire. Et s'il faut vous réduisez la quantité d'intrants, il s'améliore d'autant. Hmm. Ok, il y avait eu d'autres questions. Tu voulais en sélectionner une en particulier? J'en ai encore deux. La question juste avant, c'était bien la question par rapport à l'intensité en termes de biomasse produite, en termes de quantité des rendements. Oui. Juste pour faire une comparaison, la méthode Carbone Agri, elle, se base sur. Donc la méthode Carbone Agri, c'est la méthode utilisée pour faire les diagnostics de crédit pour mesurer les crédits carbone et les transitions, mais pour l'élevage, vraiment avec la mesure au niveau du cheptel. Et cette méthode est parfois sujet à quelques critiques vis-à-vis justement de leur méthode de mesure qui se fait en fonction du kilo de viande vive produite ou des kilos de lait produit, et du coup sur une valeur sur un système de mesure qui est très lié à l'intensif en fait. C'est-à-dire que les modèles qui seraient extensifs avec cette méthode de mesure par litre de lait produit ou par kilo de viande vive produit, ça met en avant le fait de produire plus sur des petites surfaces, peut-être à parfois, ce qui n'est pas forcément dans les valeurs transmises à des moments quand on parle de transition de l'agronomie, ou ce qui peut être mis en avant, c'est justement le fait d'aller vers de l'extensif, et il y a des demandes qui sont faites parfois vis-à-vis de ça, de justement rapporter ça à l'hectare. Parce que le problème justement de prendre des valeurs qui sont soit au niveau de rendement, soit au niveau de production, c'est qu'on peut rapidement avoir une déviation vers de l'intensif. Il y avait une question aussi, quelles sont les politiques actuelles qui poussent la transition à l'agriculture bas carbone? Alors, grande question, je pense qu'elles sont surtout en incubation, les politiques. On peut parler de mesures prises par le gouvernement. Il y a la mesure Bon Diagnostic Carbone, hein, où l'ADEME finance des diagnostics bas carbone, enfin, des diagnostics carbone d'exploitation agricole, qui est vraiment la mesure principale qui a permis de réaliser un grand nombre de diagnostics en France. Ensuite, les politiques en cours, il y a déjà des ajustements dans la PAC où certaines aides sont conditionnées à des leviers bas carbone. Et ensuite, il y a tout le paquet de politiques publiques qui est en cours d'instruction au niveau de la politique du carbone farming par l'Union européenne. Et là-dessus, on attend de voir, enfin, on a déjà les grands éléments, les grandes lignes, mais on attend de voir plus précisément ce qui va être défini. Mais ce qui est certain, c'est que l'agriculture va être sans doute très cadrée d'un point de vue réglementaire pour la réduction d'émissions, en ciblant la réduction d'apport d'engrais azotés. Et le stockage, lui, devrait pouvoir faire l'objet d'une valorisation par rémunération. Donc les agriculteurs, ils vont avoir une trajectoire de réduction d'émissions obligatoire, et s'ils la respectent pas, ils auront des amendes, des punitions, enfin, qui doivent être définies par la Commission européenne, pour autant qu'elles soient adoptées ensuite. Par contre, tout ce qu'ils pourraient stocker pourra faire l'objet d'une production de crédit carbone qui sera vendue dans le mécanisme de vente de crédit carbone qui sera créé dans le cadre par la Commission européenne. Mais là, on parle de dispositifs politiques qui ne devraient pas voir le jour avant 3-5 ans normalement. Ok. Dernière question, il y avait une question sur la méthode de calcul. Est-ce que la méthode de calcul utilisée dans le cadre du label bas carbone est compatible à la méthode Agribalise? Alors, si je me trompe pas, hein, mais il me semble que Agribalise, c'est plus une base de données plutôt qu'une méthode, et que par conséquent, c'est deux aspects quand même qui sont différents. Il faudrait vérifier dans les référentiels qui sont utilisés dans la méthode label bas carbone grande culture, mais il me semble qu'il y a certaines données qui sont utilisées pour certaines références de produits ou par exemple d'engrais organiques qui proviennent d'Agribalise parfois. Donc c'est complémentaire, mais c'est pas on peut pas les comparer en tant que tel parce que Oui. c'est distinct. Il y a une méthode d'un côté et une base de données de l'autre. Oui, Agribalise, c'est une base de données des facteurs d'émission de différents éléments produits ou services de l'agriculture, c'est des émissions moyennes françaises. C'est, comme le dit Suzanne dans le chat, en effet basé sur l'approche par analyse de cycle de vie, qui est la même approche méthodologique dans la méthode label bas carbone pour mesurer les émissions sur l'exploitation.
Mais là, c'est des bases moyennes France. Et il y a des travaux en cours dans la base de données Agribalis pour intégrer les tendances sur le stockage de carbone, qui a fait l'objet déjà d'une mise à jour dans la dernière version d'Agribalis. Et il y a des nouveaux travaux en cours menés par Arvalis et par le GIS Rebalim pour préciser ces éléments. Ok, voilà. Bon, après, il y avait eu pas mal de remarques sur le prix des crédits et le coût à supporter pendant les 5 ans. Voilà, là, je pense qu'on sort un petit peu peut-être de notre domaine d'expertise, enfin, en tout cas, de travail. Juste répondre à la question que je viens d'apparaître sur le modèle AMG. Le modèle AMG, nous, on fait appel au moteur, au Syneos AMG d'agrotransfert pour calculer le stockage de carbone dans Carbon Extract. Les pratiques qui sont faites au niveau du sol, que ça soit justement le labour ou non, étaient des éléments pris en considération à une époque. Maintenant, la communauté scientifique est assez disparate en termes d'avis vis-à-vis de ça, où on ne sait pas si on retourne le carbone d'un côté, peut-être que juste on va déplacer le carbone vers le haut, vers le bas, mais pas forcément déstocker. Donc maintenant, c'est plus pris en compte dans les variables pour le calcul du carbone. Donc, que vous soyez en labour ou non, normalement, votre valeur de stockage ne doit pas changer. Et il y avait une autre question, je crois, sur le C sur N qui était demandée. Et effectivement, dans Carbon Extract, nous, quand on demande des données, l'exploitant doit rentrer une typologie de sol avec une donnée en carbone organique, une donnée d'azote total dans son sol, ce qui permet par conséquent à AMG, après lui, de faire un calcul de C sur N. Donc, c'est des variables qui sont prises en compte dans le stockage de carbone. Voilà. Ok, super. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à tous pour avoir suivi ce webinaire. Donc, dans les différentes questions, il y avait pas mal de questions pratico-pratiques. Donc, ce webinaire est enregistré. On vous envoie le lien pour le revisionner ou l'envoyer à vos collègues. On va vous envoyer le support de communication, de présentation, celui-ci là que vous avez vu. Et puis, je vous ai remis le lien dans le chat vers la page pour télécharger l'étude. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, merci à tous et puis bon après-midi. Merci, au revoir, à bientôt.